Dans cette troisième vidéo sur la question de notre identité profonde, j'ai souhaité questionner une femme qui voyage beaucoup, qui explore les différentes méthodes de guérison qui sont données à travers le monde et qui les partage sur son blog. J'ai découvert Anne lors d'un atelier de dessin intuitif qu'elle animait, mais elle pratique aussi la guérison énergétique et anime des cercles de guérison sur le féminin sacré. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous présente cette interview. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Oui. Comment tu en es arrivée là ? Alors, comment j'en suis arrivée là ? Ça a été tout un voyage. Ça a commencé, en fait, je crois que le vrai déclic, c'est une de mes thérapeutes à l'époque qui m'a dit que j'étais une hypersensible. Enfin, elle m'a dit, cherche des choses sur l'hypersensibilité, les hauts potentiels et les indigos. Et en fait, donc déjà, j'étais en thérapie à l'époque, mais j'ai toujours été très attirée par l'invisible, entre guillemets. Déjà enfant, je jouais avec des baguettes magiques et j'étais sûre que j'avais des pouvoirs magiques. Et après, en grandissant, j'en suis arrivée justement à faire de la thérapie aussi parce que j'étais dans des relations assez toxiques qui m'ont emmenée à faire un travail sur moi. Et c'est dans cette toxicité que je me suis dit, bon, il y a des choses qui sont que j'attire à moi et ça serait bien de travailler là-dessus. Et donc, c'est là que j'ai commencé tout d'abord, c'est en revenant d'Australie vraiment que ça s'est imposé à moi, ce travail de thérapie. L'Australie est un pays qui fait ressortir les mémoires ancestrales, donc c'est pas vraiment surprenant qu'en rentrant de ce pays, j'ai eu envie de faire ce travail. Ce travail s'est imposé à moi, c'est qu'à un moment, il y a un traumatisme qui est ressorti et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à aller guérir là-dedans. Et donc, ça a commencé comme ça, en voyant d'abord un psychologue et puis après... Avec ma curiosité, j'ai vu plein de personnes différentes et du coup, c'est vraiment un moment de ma vie où je travaillais à Miami. J'étais dans une grande entreprise de cosmétiques internationale, j'avais un gros poste de marketing manager et en fait, je ne me reconnaissais pas dans ce milieu. J'avais beaucoup de mal à évoluer dans le monde corporate, dans le monde de l'entreprise, dans ces mentalités. Et en plus de ça, dans ma vie personnelle à ce moment-là, j'étais dans une énième relation challengeante et un peu toxique, où j'avais vraiment encore une fois ce rôle du sauveur, ce rôle de l'infirmière. Et donc, j'ai eu en mois de décembre 2015 une séance d'hypnose avec ma belle-sœur, où là vraiment c'est ressorti ce rôle d'aidante. Il y a quelque chose vraiment qui a cliqué à l'intérieur de moi lors de cette séance-là. Et là je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour que, au lieu que je me retrouve dans des situations non choisies à jouer l'aidante, en l'occurrence dans mes relations amoureuses, eh ben, je vais en faire quelque chose dans ma vie en fait. Et puis j'avais toujours été plutôt attirée par ça. Et puis finalement, en écoutant les choses, je me suis dirigée dans le business international, etc. Et donc c'est à ce moment-là que le Reiki est entré dans ma vie, que j'ai été licenciée de mon emploi. Merci. Ce qui ne ressemblait pas du tout à un cadeau, vraiment, à ce moment-là, a été l'un des plus beaux cadeaux de ma vie. Ça a été très dur tout ce process quand même, parce que évidemment ça fait remonter quand même beaucoup de peur, énormément de choses, mais en même temps j'étais pas bien et j'étais un peu pieds et poings liés, je pouvais pas quitter cet emploi comme ça puisque j'avais rien. Et en fait, d'avoir été licenciée m'a permis d'avoir l'argent, le temps, enfin tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire une formation en hypnose et PNL à New York. Au mois de janvier, j'ai eu comme un éveil de conscience. En fait, c'est là que mon éveil a commencé. Donc, en fait, je suis devenue végétarienne à ce moment-là. Et c'est de là qu'un jour où je me revois, j'étais sur ma terrasse, j'étais pas bien à Miami et je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? En gros, c'était ça. C'était vraiment... Donc ça, c'était à peu près un mois et quelques après cette fameuse séance d'hypnose où j'avais un désespoir très profond de me dire mais qu'est-ce que je fais ici? Quelles sont ces interactions, quoi? Comment je peux interagir dans ce monde?
mes valeurs avaient l'air d'être complètement à l'opposé de celles avec lesquelles j'interagissais au quotidien. Et j'étais vraiment dans ce désespoir et je pleurais. Et je crois que c'est la première fois que j'ai manifesté quelque chose à l'univers, en fait. Et j'ai demandé vraiment d'être guidée, j'ai demandé de l'aide. Et c'est comme ça s'est manifesté dès le lendemain matin, parce que j'ai pris mon ordinateur. Et là, j'ai cherché méditation Miami. C'est la méditation qui est venue d'abord à moi en cherchant ça. Et là, je tombe, je ne sais pas comment évidemment, mais sur Reiki niveau 1, soins énergétiques. Je ne savais même pas vraiment ce que c'était et ce que j'allais en faire. Et du coup, j'ai contacté la personne qui proposait ça, elle était hypnothérapeute. Et c'est comme ça que le Reiki niveau 1 est venu à moi. En moins de 2 semaines, j'étais enregistrée pour ce cours. Je suis allée faire le cours de niveau 1. Et à partir de là, ça a ouvert ma canalisation. Et après, le niveau 2, je l'ai passé 2 mois après. C'est pile à ce moment-là que tout s'est passé aussi avec l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc c'est pour ça que tout s'est d'un coup aligné en fait. Tout est devenu très clair. Et au mois de janvier également, je m'étais dit, bon ben voilà, je veux faire cette formation à New York. Comment je vais faire? Donc j'avais déjà regardé à peu près partout dans le monde. Et c'est cette formation-là, avec ces gens-là précisément, qui résonnait très fortement en moi parce que je trouvais qu'il y avait une bienveillance chez eux. Et pour apprendre justement l'hypnose, la PNL, c'était très important pour moi de ressentir cette authenticité et cette bienveillance. Et donc, seul problème à ce moment-là, c'est que comme je travaillais justement en entreprise et que j'avais que 4 semaines de congé à l'époque aux États-Unis, je m'étais dit, mais j'en avais déjà pour 6 semaines en tout de formation. Je m'étais dit, je ne sais pas du tout comment faire ça, donc j'avais vraiment pas le temps. L'argent, payer cette formation qui coûtait très cher, payer 2 mois de loyer à New York, enfin, c'était vraiment... Mais à ce moment-là, j'ai dit, quoi qu'il arrive, je ferai cette formation. Ça, c'était clair. Et je me souviens même d'avoir mon frère au téléphone et de lui dire, écoute, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Et comme quoi, vraiment, l'univers répond à cette détermination parce que... Ouais, quand c'est clair. Quand c'est clair, et puis là, je pense que je rentrais aussi vraiment sur ma mission de vie, qui est justement la guérison, l'accompagnement, l'aide. Et après, quand même, je suis partie 1 an et demi en voyage autour de tout ce qui est guérison énergétique dans le monde. C'est vrai que ça... Alors, j'ai toujours été nomade, j'ai toujours aimé les voyages, mais je rêvais d'un tour du monde, mais j'aurais jamais pensé que ça serait sur ce thème-là, en l'occurrence. En t'ouvrant à cette nouvelle étape, du coup, tu as dû quitter plusieurs de tes repères. Oui. Qu'est-ce qui t'a aidé à rester dans la confiance? Déjà, la confiance, je l'ai très souvent perdue. Ça, c'est la première chose. Mais à un moment, c'est comme s'il y avait cette énergie, l'âme, moi je donne ça à mon âme en fait, qui vient vraiment pousser, quoi. Et puis, de toute façon, quand tu n'as été pas bien du coup dans ta vie en général, à un moment, c'est juste, bon, bah, a priori, j'ai essayé ça, j'étais pas bien, pourquoi pas tenter autre chose? Et ça avait l'air d'être plus authentique et ça avait l'air de résonner profondément avec moi. Donc, je crois que c'est ça. Je crois que la confiance, je l'avais encore pas il y a peu de temps en arrière, il y a même peut-être encore quelques jours. C'est quelque chose qui s'est travaillé ensuite. Par contre, je pense que j'ai toujours cru en l'univers. Même si c'était de manière tout à fait inconsciente, je n'ai pas toujours conscientisé ça. Les religions, ça n'a jamais vraiment été mon truc. Mais il y a aussi que je ne me suis jamais abandonnée, malgré tout. Enfin, je dis ça et c'est vrai et faux. Mais je crois qu'il y a toujours eu quand même un instinct qui m'a toujours sauvée en tout cas. Donc c'est dans ce sens-là où je dis que je ne me suis jamais vraiment abandonnée. Donc du coup, dans la dualité qui est le monde et que l'on expérimente sur Terre, j'ai eu des hauts très très hauts et des bas très très bas. Et d'autant plus depuis que j'ai eu un éveil entre guillemets spirituel il y a 3 ans. C'est-à-dire avant, j'étais toujours plutôt pas très bien. Non, je dis ça en rigolant parce que je suis quand même plutôt optimiste et joyeuse en général, mais il y avait quand même quelque chose, et maintenant je me rends bien compte de tout ce que j'ai nettoyé en 3 ans, qu'il y avait en effet pas mal de choses à travailler. Mais, enfin en 3 ans, non, 3 ans d'éveil, mais ça fait
12 ans que je fais des thérapies différentes. Après, il y a une vraie curiosité qui fait que j'aime bien aller chercher, etc., rencontrer des gens, découvrir des nouvelles choses. Ouais, c'est assez... c'est passionnant pour moi. Donc c'est ça qui est cool aussi, c'est que pour le coup, je peux vraiment euh, faire du pro et du perso en même temps. Et en fait, je pense que on revient vraiment dans cette union aussi, de travailler, je pense, d'être un, et d'être un aussi dans le perso et pro. Donc pour en revenir à la confiance et le fait que je l'ai perdue régulièrement, et ça a fait partie en tout cas des grosses étapes de mon éveil. Tout le monde ne passe pas forcément par ces phases-là, mais moi j'y suis passée. Donc, en fait, ce qui m'est arrivé souvent, c'est d'avoir des énormes expansions de conscience. Il y en a une qui a duré 10 jours à Bali. Et ça, c'est absolument merveilleux. C'est-à-dire ces 10 jours de grâce, de félicité. Je crois qu'il n'y a même pas de mots pour expliquer parce qu'en fait, d'un coup, tout est très fluide, même une clarté dans les interactions. J'avais l'impression d'être en canalisation tout le temps, que j'avais moins besoin de parler. Là, clairement, je ne suis pas en expansion de conscience. Mais comme si, quand je disais quelque chose, d'un coup, ça se posait, quoi. Et même quand je voyais les interactions avec les gens, mais combien, à ce moment-là, j'étais dans une pratique spirituelle à Bali, donc on était un groupe comme une communauté, et donc les gens venaient à moi en fait, et là il y avait des choses et plein de fois j'en ai vu qui se mettaient du coup à pleurer à un mot. Donc voilà, j'ai pu vivre des choses comme ça très hautes en vibration. Et par contre, je suis partie de Bali et j'arrivais en Nouvelle-Zélande. Et alors là, le crash total. C'est-à-dire en quelques jours, je sentais que ça commençait à faire la spirale qui va vers le bas. Et alors après, là c'est très dur parce que moi, je suis rentrée dans ce qu'on peut étiqueter ou appeler la nuit noire de l'âme. Ou que quelqu'un sur Internet appelle aussi la nuit noire de l'ego, ce qui pour moi est encore beaucoup plus juste en fait. C'est des déconstructions de l'ego. Au départ, j'en étais presque un peu victime en fait de cette beauté et de cette félicité, puisque d'un coup, quand on la perd, c'est vraiment difficile de revenir sur Terre, en fait. Donc ça vient vraiment résonner avec une autre problématique sur laquelle je travaille au niveau de l'incarnation. Et c'est souvent d'ailleurs ce que les gens qui ont fait des near-death experiences, des expériences de mort imminente, que souvent c'est dur, ils sentent se fausser justement avec... Les vibrations ne sont pas les mêmes. Ouais, et puis tu as une telle expansion de conscience, c'est-à-dire moi j'avais l'impression d'avoir l'univers au-dessus de ma tête, quoi, et que j'étais constamment... nourrie de ce flow universel. Mes méditations, j'ai eu accès à des informations incroyables, j'avais des méditations mais merveilleuses. Donc du coup, je me suis dit, bon ben voilà, j'ai vécu ça, c'est accessible, c'est là, ça fait partie de moi, c'est là et c'est là tout le temps en fait, même si j'arrive pas forcément à rechanger de paradigme en l'occurrence, mais c'est bien là tout le temps. Donc ça veut dire qu'à un moment, peut-être qu'il faut que je continue le travail sur moi pour enlever encore ces couches qui au quotidien ne me permettent pas systématiquement d'atteindre cela, mais que si je continue, je vais peut-être pouvoir le vivre à nouveau, peut-être de manière un peu plus permanente, et on verra. En tout cas, c'est vrai que c'est ça qui me tient. Et en même temps, donc c'est le fameux résultat, mais quand on dit c'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin, c'est parce qu'en effet, d'avoir ce but-là, finalement, m'a emmené sur un chemin incroyable, là, ces 3 dernières années, du coup. Sur ton blog, tu parles de féminin sacré. Oui. Peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit ? Déjà, je pense que la première chose très importante à expliquer, c'est qu'on parle d'énergie du féminin et d'énergie du masculin, énergie féminine et énergie masculine. Parce qu'un homme et une femme ont chacun des énergies masculines et féminines. Et ça, c'est très important parce que souvent, du coup, on va vraiment, en effet, assimiler le féminin sacré à la femme. Oui, dans son incarnation en tant que femme, évidemment, elle va représenter ça, mais elle représente tout aussi bien le masculin sacré. Et l'homme
de la même manière, va représenter le féminin et le masculin sacré. Ça c'est pareil, un peu imposé à moi, et j'expliquerai mieux, mais c'est justement au cours de ma propre expérience que j'ai appris tout ça, donc j'aime bien passer par mon expérience pour expliquer les différents concepts. Donc en fait, c'est encore une énième relation. Comme quoi avec un homme qui m'a fait vraiment me poser des questions. C'était une relation karmique, donc karmique, on s'est rencontrés dans d'autres vies. Et donc du coup, je pense que voilà, on se rencontrait aussi pour ça, et ça a fait émerger tout ça, parce qu'à un moment, en effet, je m'identifiais plus vraiment dans ce qu'on attendait de moi en tant que femme, dans la société, dans mes rapports aux hommes, dans mes relations intimes. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose quand même de pas juste, et de presque même violent, pas dans l'acte, mais dans la perception de la femme et de la perception de la sexualité de la femme dans la société, etc. Et je l'ai rencontré peu de temps avant de partir en voyage, donc 6 mois à peu près avant. Et c'est ce qui a aussi vraiment, après, tout doucement laissé émerger cette histoire de féminin sacré en moi. Déjà, je me suis dit, je choisis la lumière dans cette incarnation. Parce qu'on a le libre arbitre des expériences, j'en ai fait dans la lumière, dans l'ombre. Et j'admets aujourd'hui, j'accepte justement l'acceptation de ma lumière et de mon ombre. Mais par contre, encore une fois, je me donne un but de dire je choisis la lumière. Et donc à partir de là, je me suis dit, on a perdu le sacré, on a perdu le côté sacré dans nos relations, dans notre être, dans notre essence, dans nos interactions et encore une fois dans l'intimité qui est très chère pour moi. Et en effet, dans cette intimité, ça ne résonnait pas en fait à un moment, même si j'ai vécu des choses pour le coup très belles et très puissantes et très, mais il y avait quelque chose où je me disais, il y a un côté sacré que je ne reconnais pas. Enfin, et c'est là que ça a commencé à me dire, il y a quelque chose de plus. Il y a eu, il y a des milliers d'années, des sociétés matriarcales, et après on est rentré dans la patriarchie. Moi, ce que je ressens dans mon être le plus profond, et il y a plein de gens qui ne seront certainement pas d'accord, c'est quand même justement le féminin a été plutôt bafoué en fait au sein de la patriarchie. Mais le féminin en tant que femme, en tant qu'être humain femme, mais le féminin en tant qu'énergie. C'est-à-dire que même les hommes ont perdu ce féminin sacré. Et en perdant ce féminin sacré, ils ont très bien perdu également leur masculin sacré. Et moi, c'est ça que je remarquais. J'avais l'impression que dans en fait, toute la société, on était vraiment dans ce déséquilibre du masculin et de féminin, où les femmes cherchent ce masculin aussi, perdu, les hommes cherchent leur féminin perdu, donc plus personne n'a son identité sacrée en fait, qui est quoi, notre essence réellement. Quand je disais c'est l'univers qui nous amène là, c'est que donc on est vraiment dans un changement vibratoire. On a connu la matriarchie, on a connu la patriarchie, et là on est vraiment en train d'essayer de s'unir en fait, l'union des polarités, c'est-à-dire de travailler sur mon féminin sacré. Ça m'a aussi automatiquement fait travailler sur mon masculin sacré, parce qu'en fait j'ai le sentiment au plus profond, encore une fois, que l'énergie féminine va être initiatrice de la guérison. Pourquoi? Parce que c'est généralement l'énergie qui est en réception, qui va être en canalisation, en réception du plan divin, entre guillemets, ou du plan universel, et que c'est le masculin après qui va mettre dans l'action, qui va prendre l'action. Et donc, j'ai le sentiment justement que c'est cette partie féminine qui est en réception des énergies universelles, qui nous fait faire ce travail en fait, qui nous pousse tous, parce que qu'on le veuille ou pas, si l'univers a un plan, vu qu'on est l'univers, on est énergie, on va suivre à un moment ou à un autre. Alors après, on peut choisir. En effet, ça peut se faire dans la douleur, dans la résistance ou pas. Après, même quand on choisit, ça peut quand même se faire un peu dans la résistance et dans la douleur. J'en ai fait l'expérience aussi. Donc c'est comme ça qu'avec cette expérience, j'en suis venue justement à me poser ces vraies questions et puis à chercher des enseignements. Donc je me suis formée, j'ai été formée par Tanishka, The Moon Woman,
sur l'animation de cercles de femmes, les tentes rouges notamment à la nouvelle lune et à la pleine lune, et après sur les rites de passage. C'est ce qui accompagne en fait, la femme en l'occurrence là-dessus, ça existe aussi pour les hommes. Donc c'est accompagner en fait la femme, pour moi, dans la formation que j'ai suivie, dans les grandes transitions de sa vie et dans les gros moments de la vie d'une femme. Pour en revenir rapidement justement à tout ce qui s'est passé aussi ces derniers mois, où on a senti que ça a bougé pour beaucoup de gens. Il y a des tsunamis qui se sont passés à l'intérieur de nous. Ça a été la machine à laver, essoreuse, etc. Et c'est vraiment justement parce qu'on sort de l'ère du poisson, qui était une ère plutôt basée sur l'ego et l'individualité, pour rentrer dans l'ère du Verseau, qui est justement une ère plus solidaire, communale, et enfin communautaire, je ne sais pas très bien comment on dit, mais et plus de solidarité en effet, et d'union. On a testé les polarités avec la matriarchie, la patriarchie, et là on va rentrer dans quelque chose justement d'uni, puisque pour le coup c'est vraiment ce que j'ai découvert dans le tantra, sans forcément faire des stages de tantra, mais pour moi le tantra en fait c'est l'union, mais c'est être un à l'intérieur de soi, trouver cet équilibre entre l'énergie masculine et féminine, et cet alignement entre son soi-là, la petite Anne, et la grande Anne, qui est le je suis, l'âme, et donc l'univers. Et c'est vraiment ça, cette union, en fait, qui crée l'alignement. Et c'est l'équilibre entre son masculin et son féminin sacré. Je remarque qu'on entend de plus en plus ce terme, justement, féminin sacré, ou alors c'est moi, mais j'ai la sensation quand même que ça revient de plus en plus. Ça prend, en tout cas, ça prend de l'ampleur. Pourquoi, selon toi ? Eh ben, du coup, c'est exactement ce que j'expliquais là avec l'univers, mais ce qui est très intéressant justement au niveau de la société. Et c'est là qu'on voit que, après, tout le monde va s'exprimer d'une manière différente. Moi, j'ai plutôt fait une recherche intérieure, ou en tout cas en voyage, et j'ai pas forcément besoin de le vocaliser tant que ça. Mais c'est pour ça que tout est ressorti. Les hashtags MeToo, les balance ton porc. Après, peu importe la manière dont c'est fait, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment ce mouvement de la femme, cette émergence, parce qu'encore une fois, ça passe aussi par la femme qui, par ses qualités de femme et certainement une connexion plus forte à l'énergie féminine, va être beaucoup plus en réception, encore une fois, de cette vibration universelle, entre guillemets, qui demande de nettoyer. Évidemment, ça ressort partout, on le voit de plus en plus. Alors oui, comme tu dis, automatiquement, si toi tu es intéressé par ça, dans la loi d'attraction, tu vas raisonner avec ça, donc tu vas avoir dans ton environnement. Mais ça, c'est intéressant aussi de voir que Hollywood s'y met, qu'il y a des films qui sortent maintenant avec des vraies héroïnes. Il y a le film Marie-Madeleine qui est sorti l'année dernière, et c'est pas sur Jésus, c'est sur Marie-Madeleine. Il y en a d'autres, mais je les ai pas forcément en tête. Mais donc on est vraiment dans cette expansion, j'ai envie de dire, de ce féminin qui reprend la parole, qui se fait entendre à nouveau, qui n'a plus envie d'accepter les lois de la patriarchie, en fait. Donc tout ça est en train vraiment de sortir, d'exploser un peu pour justement apporter de la lumière. En fait, c'est l'ombre qui sort et on apporte la lumière pour nettoyer, nettoyer, nettoyer et guérir. Parce que de toute manière, si on ne rentre pas dans ce sacré, c'est très très difficile d'être dans son cœur et d'être dans son essence, et donc de passer les étapes que ces changements vibratoires planétaires qui sont en train de se faire aujourd'hui nous demandent de faire. Donc on n'a un peu pas le choix, entre guillemets, parce que c'est en train d'arriver. On a toujours le choix, mais ça, après ça se passe derrière le rideau, c'est dans l'invisible, c'est au niveau de l'âme. L'âme choisira pour toi ce que tu as à faire et comment ça se passe pour toi. Mais quand on fait ce choix, en effet, il y a ce nettoyage qui se fait, et l'univers nous aide beaucoup là-dedans. Dans ton parcours, tu as aussi fait l'expérience des ashrams. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris là-bas ? Ce que j'ai appris en sortant de l'ashram surtout, c'est que je suis mon propre maître, et c'est moi qui sais mieux que quiconque ce qui me convient et qui je suis et comment l'être. J'ai aussi beaucoup
désacralisé, entre guillemets. C'est drôle justement tout ce qui est les enseignants, les maîtres, parce qu'à partir du moment où ils sont sur Terre, incarnés avec un ego, comme nous tous, ils ont leur partie d'ombre et leur partie de lumière. Et donc, en fait, je considère qu'à la limite, tu es mon enseignant. Maintenant, en tout cas, que tu es mon enseignante ou ma guide, entre guillemets, comme n'importe qui d'autre, et inversement. Tu vois, c'est cette réciprocité, en fait, dans les échanges. Mais du coup, quand je disais tout à l'heure, je ne me suis jamais abandonnée, j'ai quand même fait une expérience où je me suis vraiment énormément perdue. Et dans ma dévotion à un enseignant, et c'était peut-être pas tout à fait juste. Alors, c'était il y a encore que quelques mois, mais il y a beaucoup de guérison aussi qui s'est mis en place par rapport à ça. Je pense qu'il y avait vraiment une emprise et que il a fallu en fait que je m'élève vraiment au niveau de l'âme pour comprendre ce que cette expérience est venue m'apprendre, parce que ça a été très très douloureux. Enfin vraiment, j'ai eu le cœur brisé parce que je vouais un amour, mais un amour candide d'enfant, d'une confiance absolue. Et donc c'est un enseignement finalement d'une qualité merveilleuse aussi, parce que maintenant je sais que c'est moi. Je suis mon propre maître, vraiment. Et je peux prendre des enseignements, mais je vais toujours voir ce qui résonne à l'intérieur de moi. Et encore une fois, tout a été très bien fait pour m'apprendre maintenant à reprendre confiance en moi, à m'être connectée encore plus à mon essence et à apprendre à m'écouter moi de plus en plus. Merci même à lui, parce qu'il y avait quand même du très beau dans tout ce que j'ai vécu, dans cette expérience-là. Ce qui nous crée le plus de douleur, c'est intéressant voilà, d'arriver quand même à faire ce pas, de s'élever et de voir au niveau vraiment de l'âme, en fait, qu'est-ce que mon âme est venue expérimenter pour ne plus être ni dans la culpabilité, ni dans le ressentiment, la colère, la tristesse, pour vraiment s'élever en se disant quel était l'enseignement et tout simplement, en fait, quel était l'enseignement de ça et quelle était l'expérience. Voilà. Est-ce que tu as des titres de musique ou des mantras à partager que tu aimes, qui t'ont aidé? Mon Dieu, plein. Le mantra le plus fort pour moi, c'est le Om Mani Padme Hum de Bouddha. C'est vraiment, celui-ci est très très fort. Après, il y a le Gayatri Mantra, évidemment, de l'hindouisme, qui est aussi très très fort. C'est des grands mantras guérisseurs. Et sinon, une des chanteuses, pour le coup, un groupe que j'adore, et je trouve que c'est une sorcière superbe, c'est Florence and the Machine. J'adore cette musique-là. Il y en a une qui m'accompagne depuis longtemps, elle s'appelle Shake It Out. Shake It Out, quoi. Tu dois exploser un peu tout ça. Donc voilà, très top. Être soi, ça veut dire quoi? Être soi, ça déjà veut dire beaucoup de travail. En fait, c'est comme... c'est les couches d'un oignon, quoi. Enfin, c'est enlever toutes les couches de toutes les croyances limitantes dont on a pu se laisser imprégner. En fait, c'est ça, dont on a pu se laisser polluer depuis l'enfance, en fait, en gros. Et c'est du coup arriver à faire tout ce travail de nettoyage pour vraiment se recentrer sur « mais moi ». Moi, qui je suis, moi, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce qui résonne? Et en fait, je suis encore clairement en cours, c'est en cours, on va dire. Mais là, ça fait quelques jours, pour le coup, que j'ai senti un shift à un moment qui s'est passé. Et ça vient justement, je crois, avec reprendre confiance en soi, reprendre son pouvoir et ne plus laisser son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et je pense que j'avais beaucoup de mal à être moi parce que justement, j'ai fait ces expériences de toujours penser que les autres savaient pour moi mieux que moi, en fait. Même parfois, dans les guérisseurs que je voyais, tu vois, je me disais, ben, eux, ils savent parce qu'eux, ils ont tel don ou machin. Et en fait, j'ai qu'une vérité, c'est la mienne, et t'as ta vérité, et chacun a sa propre vérité, en fait. Donc, ben, il est peut-être temps que je la prenne dans mes mains, ma vérité, que je l'embrasse comme ça, et que je la prenne avec tout ce qu'elle est. Donc, que je me prenne moi avec tout ce que je suis. Je pense qu'être soi, ça a été pour moi un véritable travail d'acceptation
de ma lumière et de mon ombre. Parce que pendant très longtemps, je pense que j'ai cherché vraiment une pureté dans la lumière, cette pureté, et que j'en oubliais aussi ma partie d'ombre. Et que là, je suis en train d'accepter beaucoup plus qui je suis dans ma totalité, de me faire confiance sur le fait que je sais mieux que quiconque ce qui est bon pour moi et ce qui résonne. Il suffit juste de m'écouter. Quels sont les outils qui te permettent donc au quotidien de faire face à tes peurs, à tes doutes? Eh bien, curieusement, et pourtant Dieu sait que j'ai eu pas mal de réticences, mais je crois que c'est l'être humain en vrai. Ma famille, mes amis, des guérisseurs pour le coup, des personnes remarquables qui ont été mises sur mon chemin, des inconnus qui m'ont été présentés, qui ont joué un rôle et qui sont devenus des personnes très importantes dans ma vie en très peu de temps. Et ce qui lie ça, c'est l'amour. C'est l'amour et la lumière de ces personnes-là, en fait. Parce que c'est ça qui m'a tenue. À un moment, j'ai vraiment eu, et plusieurs fois d'ailleurs dans ma vie, des passages où vraiment de profond désespoir et de ne pas avoir envie. Envie en un mot ou envie en deux mots d'ailleurs. J'y arrive pas, j'ai pas envie. Et bon, ça c'est quand on est dans des grandes déconstructions en fait de l'ego. Et du coup, en plus, on crée encore plus de séparation à ce moment-là par rapport à ce qui nous entoure. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ces moments-là, en plus, j'avais profondément envie d'être seule et que jamais, jamais l'énergie, l'univers n'a répondu à cette demande-là, en tout cas. J'ai toujours été accompagnée, et accompagnée dans le visible et dans l'invisible, parce que évidemment, qu'est-ce qui m'aide aussi dans ces moments-là, c'est la guidance de l'être humain sur Terre, donc des êtres qui me sont chers, et la guidance dans l'invisible également, que ce soit les anges, les guides, les maîtres, pour le coup, ascensionnés là-bas. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour toi de garder à l'esprit pour être soi? Eh bien, voilà, respirer. J'avais vu un homme sur YouTube, Jason Gallant, il est canadien, et il faisait faire justement cet exercice d'être juste dans la respiration. Et c'est ça aussi qu'on nous apprend d'ailleurs. J'ai fait une retraite vipassana. C'est dans le bouddhisme, on reste 10 jours... 10 jours En silence. En silence. Pardon, je partais. Non. 10 jours... 10 jours en silence. T'es reparti là-bas. Complètement. 10 jours en silence, sans parler à personne, etc. Et c'est la respiration. C'est encore quelque chose que j'ai du mal à faire, mais parce que je pense que c'est en fait finalement la chose la plus claire pour être soi, c'est parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucun jugement. Si je ne suis plus que juste cette respiration, je suis là, je suis ici, je suis présent, je ne suis plus dans le jugement. Je ne pense pas être encore 100% moi-même. Donc c'est difficile de répondre réellement à cette question, mais en tout cas, je pense que de plus en plus, je fais des pas vers ça et que ça va être me rapprocher le plus possible de mon authenticité et de mon essence, sans jugement. D'être vraiment le plus possible dans l'acceptation de tout ce que je suis, dans mon ombre et dans ma lumière. En faisant ce pas-là vers plus d'authenticité avec moi-même, que je sens qu'il y a des choses qui sont enfin en train de lâcher et de s'alléger. Parce que je pense aussi qu'on est notre pire ennemi. et ça fait longtemps que je dis j'ai envie d'être ma meilleure amie, parce que je me trouve souvent beaucoup plus tolérante avec les autres qu'avec moi-même. Prendre soin de moi, me nourrir et m'accepter à tout moment. Ça passe aussi par, si je me sens fatiguée, accepter. Si je me sens triste et que je n'ai pas envie forcément d'être dans un milieu social, enfin dans une ambiance sociale,
très bien, n'y va pas, accepte aussi. Et j'ai aussi le droit de dire non. Dire non, parce que souvent quand on dit non comme ça, c'est aussi se dire oui à soi. Et donc c'est se dire de plus en plus oui. Voilà.